Bonsoir, pour commencer, et merci d'être venus si nombreux. On a organisé cette conférence avec Révolution Permanente, que c'est un quotidien en ligne et animé par des militants du courant communiste révolutionnaire du MPA. Et justement, ce quotidien en ligne fait partie d'un réseau international qui s'appelle La Izquierda Diario, avec des publications en 5 langues et des rédactions dans divers pays, dont le Chili, l'Argentine, le Mexique, les États-Unis et l'État espagnol. L'idée ce soir, justement, c'est d'aborder la situation exceptionnelle qu'on vit au Chili ces jours-ci. Et pour ce faire, on a pensé à un format un peu dialogue avec 3 intervenants. Et après, on va ouvrir justement les débats à tous les publics. Donc, je vous présente Carla Rodriguez, étudiante en Master 2, Sciences politiques à l'Institut d'Haute Études d'Amérique latine. Et Rodrigo Concha, étudiante aussi en Master 2 à l'Histoire dans la même institution. Et Jean-Baptiste Thomas, professeur d'études hispano-américaines et membre du comité de rédaction de la Révolution Permanente. Pour commencer, j'avais une idée d'une question, justement en voyant l'irruption spontanée inédite des masses au Chili, qui a commencé justement par les lycéens, avec beaucoup de radicalité en réponse à quelque chose qui était assez... Voilà, que c'était l'augmentation du prix des tickets de métro. Mais ce mouvement a vite acquis un caractère assez politique. Et on a pu voir des banderoles qu'il ne s'agit pas de 30 pesos, mais de 30 ans, et remettant en cause un peu tout le régime hérité de la dictature pinochetiste. Et qui jusqu'à là était montré partout comme les modèles de réussite et de néolibéralisme en Amérique latine. Et donc, pour commencer, je voulais vous poser la question où on est aujourd'hui de ces mouvements-là. Pour ce qui est de la situation chilienne, Alejandra, camarade aussi de la comité de rédaction de Révolution Permanente, militant du NPA comme moi d'ailleurs, tu disais exceptionnel, j'aurais pu dire extraordinaire aussi. Je pense qu'elle l'est, la situation, au sens presque littéral du terme. Extraordinaire dans la mesure où elle sort de l'ordinaire, elle sort de la normalité, cette normalité qui est assénée à longueur de journée au monde du travail, à la jeunesse, aux retraités, comme la seule réalité possible. Et s'il y a un pays dans le monde qui est thatchérien, c'est presque pas la Grande-Bretagne, en fait c'est le Chili, où on a voulu faire croire, et on a imposé également par le fer et par le sang, le coup d'État de 11 septembre 1973, qu'il n'y avait pas d'alternative, que le seul horizon, effectivement, c'était ce qui a été rebaptisé par la suite économie sociale de marché, pour ne pas dire en fait néolibéralisme brutal. Et donc la situation, elle est extraordinaire, parce que ce quotidien a été violemment interrompu par les manifestantes et les manifestants. Elle est exceptionnelle également dans la mesure où ce qu'on a longtemps appelé, ce que les économistes appelaient le jaguar chilien, c'est-à-dire une sorte de modèle qui était à la fois pour les économistes libéraux, pour le FMI, pour, si on suivait les critères habituels de effectivement, la croissance, etc. Au point d'ailleurs où Sébastien Pigné, là, le président, avait parlé d'un oasis de stabilité, parce qu'effectivement la zone, en tout cas andine, du Venezuela jusqu'au Pérou voisin, était traversée par des situations de crise institutionnelle, de crise politique et de crise sociale très importantes. Et les contradictions, en tout cas de la société chilienne, étaient très certainement beaucoup plus importantes que ne voulait le croire le patronat et le gouvernement, puisque tout ça a explosé violemment à partir du 7 octobre, de façon abrupte, avec une sorte de modalité là aussi extraordinaire, dans la mesure où tout a commencé en sous-sol, dans les couloirs du métro, sur les quais des stations, où les plus jeunes ont commencé par contester l'augmentation du prix du billet, avec un certain nombre de ce qu'on pourrait appeler de Marie-Antoinettisme de la part de la classe dirigeante chilienne. Vous savez, c'est pas, ils n'ont pas de pain, ils n'ont qu'à manger de la brioche. Et là, c'était une succession de déclarations du style, la ministre de l'Éducation qui disait en fait non, mais ils sont en train de jouer, ils jouent, c'est pas sérieux, ils jouent pas, de toute façon, ils ne sont pas concernés par l'augmentation du prix. Pareil sur le ministre
du cabinet de Piñera qui dit que en fait, les gens qui se plaignent de l'augmentation du prix du billet aux heures de pointe, en fait, ils ont qu'à se lever plus tôt. Comme ça, ils ne sont pas concernés par l'augmentation. Enfin, ce genre de choses qui, évidemment, ont contribué à jeter un peu d'huile sur le feu. Et de ces manifestations en sous-sol, progressivement, c'est monsieur et madame tout le monde qui se sont joints aux plus jeunes. Monsieur et madame tout le monde, au sens les gens qui sortaient du travail, tout simplement, à qui on empêchait de prendre le métro dans la mesure où les grilles, parfois, de certaines stations ont été fermées. Donc il y a une scène très dans le centre de Santiago, où les grilles du métro ont été renversées véritablement par les gens en fait, qui voulaient y rentrer et qui aussi ont commencé à frauder massivement. Et puis tout ça est sorti à la surface, est remonté par les bouches du métro, s'est étendu à la ville, a secoué Santiago et puis par la suite s'est étendu au reste du pays avec donc voilà, l'ampleur que vous savez. Donc de ce point de vue-là, effectivement, c'est exceptionnel, c'est extraordinaire. Et en même temps, c'est pas si exceptionnel que ça, dans la mesure où il y a une grande synchronie aujourd'hui de la lutte des classes au niveau international, puisqu'on assiste à un certain nombre de situations, peut-être qu'on reviendra dans le débat, à une sorte de contestation globale de l'ordre néolibéral, en tout cas de l'héritage de l'ordre néolibéral matiné par la crise de 2008, et que ce soit au Liban, que ce soit en Irak, on l'a vu avant en Algérie, on l'a vu y compris avec les gilets jaunes en France, il y a cette espèce de, en tout cas, effet domino, ou en tout cas d'effet d'entraînement qui est absolument enthousiasmant. Moi, je me disais aussi que quelque chose de très important à remarquer, c'est, disons, l'ampleur et la force de ce mouvement a fait que Piñera, qui s'est retrouvé complètement surpris par la situation, il décide justement de faire finalement quelques concessions pour voir s'il arrivait au départ à calmer un peu ce qui s'est passé. Donc, est-ce que... Oui, par rapport à ça, c'est aussi une situation, je dirais, exceptionnelle. Il faut rappeler d'abord que Piñera, c'est son deuxième mandat. Il fut président déjà de 2010 à 2014. Et il a vécu un des mouvements sociaux plus importants qui avait connu le Chili depuis que Pinochet a quitté le pouvoir. Et c'était la mobilisation étudiante des universitaires en 2011. Et Piñera resté pendant plusieurs mois, les facs ont été bloqués pendant plus de 5-6 mois. Et Piñera, le mouvement n'a vraiment pas obtenu grand-chose. Les instances de dialogue qui ont pu être mises en place n'ont pas abouti. Et le mouvement finalement a commencé à diminuer son intensité et n'a pas obtenu de vraies conquêtes. Donc aujourd'hui, voilà, Piñera reculé, c'est vraiment quelque chose qui donne de l'espoir, mais aussi qui doit nous pousser à poser certaines questions, notamment stratégiques et tactiques, parce que c'est impressionnant. Si on voit le week-end du 18, justement, au moment où l'état d'urgence a été déclaré, quand on voit la ministre de Transport, Gloria Hood, qui disait que la hausse des prix de transport n'était pas négociable, que ça passerait de toute manière. Et quelques jours après, on a Piñera, quand même, on a l'incarnation du projet néolibéral maintenant en démocratie, qui annonce un paquet de mesures sociales, bien qui n'ont pas réussi à attirer la population qui continue à se mobiliser. Donc on a eu cette section le passage, la hausse des prix de transport qui finalement n'a pas été mise en place, puis à l'offre de Piñera de ces mesures sociales. Après, on a ce mouvement stratégique de Piñera de changer son gouvernement. Il a demandé la démission ou la mise à disposition de tous les ministres en fait. Et il a aussi fait un changement qui n'a intéressé plus personne parce qu'on le voit, les gens sont encore dans la rue. Et le recul le plus récent, c'est justement à l'échelle internationale. Et le Chili devait être le pays organisateur de l'APEC et de la COP25. Et Piñera a finalement décidé de l'annuler. Donc on est sur ce point. Mais la mobilisation continue et on a encore diverses organisations qui appellent à faire la grève générale, mais on ne sait pas vraiment dans cette manifestation qui est très hétérogène quelle sera quelle direction, quel sera le prochain pas que le mouvement fera.
Un autre élément important, à mon avis, à remarquer, c'est justement l'émergence. Tout d'abord, justement, c'était les lycéens, les gens qui sortaient au travail, mais après, et on a vu notamment avec la dernière mobilisation vendredi dernier, que moi j'ai testé les comptes, c'était 1 200 000 à Santiago. Et vendredi, donc c'était l'équivalent à Paris de 5 millions de personnes, à peu près, pour avoir une autre idée de ce que ça peut donner. Donc, ça montre aussi l'émergence. On a eu des secteurs très radicaux et très radicalisés, avec des affrontements avec les militaires et tout. Mais on a eu aussi un mouvement de masse très très fort, avec différents secteurs sociaux. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça, aux différents secteurs sociaux qui ont pris qui prennent part à ce moment? Ça, c'est très intéressant parce que le Chili connaît des cycles de mobilisation, ça fait quasiment de que Pinochet a quitté le pouvoir, on ne va pas dire la démocratie, le retour de la démocratie, mais ce qui est le caractère vraiment exceptionnel, un autre point qu'il faut vraiment soulever, c'est le caractère transversal de ce mouvement, parce qu'on a des retraités, on a les retraités dans la rue, mais aussi les lycéens, on a les mineurs, mais aussi les pêcheurs et les portuaires. Les portuaires. Donc du coup, et dans toute cette mouvance, vraiment cette effervescence de à peu près toutes les strates sociales, les diverses branches, secteurs de la production, il y a quelque chose qu'il faut quand même remarquer, c'est le rôle un peu d'avant-garde, on peut dire, qui a pris la jeunesse. La jeunesse dans toute sa diversité, et ça fait penser à ce qu'il disait Allende en 62 à l'Université de Guadalajara, qu'il y a des jeunes qui sont vieux, mais il y a des vieux qui sont encore jeunes. Même avant que Pinochet a fait le coup d'État, il y a une importante mobilisation, le secteur jeune sont clés dans la vie politique. On peut penser justement à la formation du Movimiento Izquierda Revolucionario en Concepción par de jeunes universitaires, et qui a été un des plus importants dans le moment de la défense contre la dictature. Mais au Chili, on l'a bien dit, on a eu 2 grands cycles de mobilisation en 2006 et en 2011 qui ont été conduits par des étudiants. Et ces 2 organisations sont très importantes. Et on a la ACES, Assemblée coordinatrice d'étudiants secondaires, fondée en octobre des années 2000. Et c'était justement une fraction qui s'est séparée de l'ancien organisme de représentation étudiante pour radicaliser la lutte. Et en 2011, au moment du mouvement contre l'éducation comme une marchandise, on a une petite scission dans la ACES, et on a assisté à la formation de la CONES, la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, Coordination Nationale d'étudiants secondaires. Et ce sont eux qui avaient appelé à frauder le métro. C'était aussi, ils se sont la clé de cette rupture dans le mouvement étudiant. C'était aussi dans un moment où le gouvernement avait mis en place une instance de dialogue avec les étudiants. Mais c'est justement les membres de la CONES, les fondateurs, ont dit que dans ces conditions, le dialogue n'allait pas pouvoir aboutir à l'obtention de revendications soulevées par les étudiants. Donc ils ont décidé de se séparer, de créer une organisation à part, mais ils continuent à travailler, ces 2 organisations, conjointement, et s'organisent entre elles. Après, on a les universitaires avec la Confed, qui a aussi une longue histoire. Mais il ne faut pas penser que la jeunesse est seulement la jeunesse étudiante, parce qu'on a vu quelque chose qui n'est pas tellement nouveau, parce que justement on l'a vu même dans la dictature, mais qui impacte fortement, c'est la présence des clubs de supporters de foot. On a 2 grandes équipes au Chili, on a le Colo-Colo et l'Université de Chile, et ça ne vous étonne pas que les relations entre eux ne sont pas simples ni cordiales. Mais en tout cas, au sein des manifestations, on les voit marcher et manifester côte à côte. C'est quelque chose d'important de voir dans ces organisations, dans ces supporters, aussi le poids de la jeunesse, parce que quand on pense par exemple à la fondation de la Garra Blanca, justement les supporters du Colo-Colo, elle s'est fondée en 1985, si je ne me trompe pas,
justement parce qu'il y a eu une scission générationnelle avec les anciens supporters, parce que les jeunes marginalisés par ce même, on pourrait dire, la bureaucratie des supporters, et se sont organisés entre eux et ont décidé de s'attaquer surtout aux dirigeants du club, parce que vous ne donnez pas, le foot est un grand marché et les propriétaires privés, et même certains clubs sont gérés dans des sociétés par action. Donc c'est ça justement, ces espaces, les Barras Bravas sont un espace qui sont nés d'une volonté d'autonomie et d'auto-organisation de la part de la jeunesse. Et on sait, si on trace une ligne des étudiants universitaires qui sont dans une certaine façon, dans une certaine manière, l'élite au moins culturelle du pays, jusqu'aux Barras Bravas, on peut voir justement l'amplitude qu'il y a ce mouvement et qui ne limite pas seulement les étudiants et les lumpen prolétariats, pour le dire d'une certaine manière, d'une certaine façon, mais qui a même réussi à unir le Colo-Colo et l'Université de Chile, et que c'est quelque chose de vraiment exceptionnel. Merci Rodrigo. Et justement, je voulais poser une question, je la pose à toi, parce que je sais que toi tu es spécialiste un peu de ce sujet, Carla, et les rôles des femmes. Les rôles des femmes dans ces moments, et voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Oui, bonjour. Justement, je voulais parler un peu du rôle des femmes dans les mobilisations, parce que même si on peut parler d'une jeunesse et de différents secteurs sociaux qui sont impliqués dans la mobilisation, je pense que c'est important de dire que ces secteurs sociaux sont aujourd'hui pas majoritairement, mais presque, et aussi une grande implication des femmes, ce qui n'était pas le cas auparavant au Chili. Et pour donner un exemple de cela, on peut parler des lycéens, justement, comme parlait Rodrigo, c'était les personnes qui ont convoqué la mobilisation à l'élévation. Les jeunes femmes des lycées sont celles qui ont eu les premières actions de mobilisation en masse, puisque au Chili, je ne sais pas si vous le savez déjà, mais il y a encore des lycées non mixtes, c'est-à-dire qu'il y a plein de lycées seulement des femmes et des lycées seulement d'hommes. Alors, les filles qui étaient dans ces lycées non mixtes ont dû avoir elles-mêmes l'initiative d'aller rompre avec l'ordre établi et dépasser les frontières légales du métro. C'est ainsi qu'elles se sont impliquées beaucoup en ce qui concerne les femmes jeunes. Mais, et si vous suivez un peu l'actualité latino-américaine, vous pouvez vous rappeler qu'au début de cette année, les mobilisations du 8 mars ont été vraiment massives. Genre au Chili, on estime 400 000 personnes de la mobilisation du 8 mars. Ce qui a été aujourd'hui aussi, voilà, on a pu voir l'impact de cela aujourd'hui. Et en fait, il y a une lettre qui ont écrit, je ne me souviens pas du chiffre, je le cherche, mais je pense que c'était 19 organisations féministes au Chili, plus plusieurs intellectuels et militants qui ont signé une lettre ouverte qui faisait appel à la grève générale et où elles se positionnaient elles-mêmes en tant que féministes qui étaient contre le néolibéralisme et donc contre le système imposé par Piñera. Et du coup, leur mobilisation avait un sens essentiel dans ce qui était en train de se passer au Chili. En gros, abat la privatisation et pour une vie digne et plus juste. Et en plus des femmes, je voudrais aussi aborder une autre minorité qui n'est pas autant visibilisée, et c'est sur le peuple mapuche, que c'est l'ethnie autochtone en Amérique latine, ils ont leur territoire au sud du Chili, dans la région de l'Araucanía. Et en gros, la lutte du peuple mapuche relève, on peut voir ça depuis la colonisation, quoi. Mais en fait, aujourd'hui, ça a pris un grand impact dans la voie publique. On peut voir ça, en fait, les Mapuches se sont toujours distingués du peuple chilien. C'est parce que, justement, une volonté d'indépendance ou d'autonomie en moins. Et c'est comme ça qu'il y a une coordination qui s'appelle Mapuche Arauco Mayeco, et qui a aussi écrit une lettre ouverte où il se montrait en pleine solidarité avec le peuple chilien, et le disent comme ça, ils marquent cette séparation, mais ils sont en pleine solidarité avec, parce que d'une part, ils sont contre la bourgeoisie néolibérale, et d'une autre, parce qu'ils pensent qu'il y a un droit légitime de la mobilisation sociale. L'impact des Mapuches s'est beaucoup vu aussi, pas seulement parce que les Mapuches se manifestaient, mais aussi parce que les gens prenaient des drapeaux Mapuches et allaient se manifester. Je ne sais pas si vous avez vu une image
dans la place centrale de Santiago du Chili, la Place Italia, où il y a une grande statue avec un cheval. Bon, du coup, il y a un gars qui est sur la statue avec le drapeau Mapuche en géant en train de dire on est ici, on est en train de se mobiliser. On ne peut pas savoir si la personne qui avait ce drapeau était ou pas Mapuche. En tout cas, on sait que le symbole il est présent. Ça veut dire qu'il y a une solidarité qui est en train de s'établir aujourd'hui entre les initiatives du peuple chilien et du peuple Mapuche. Il y a un panneau qui m'a beaucoup interpellée, une affiche par rapport aux violences faites au peuple Mapuche, historiquement faites au peuple Mapuche par les différents gouvernements chiliens dans la dictature, mais aussi après, dans la période de la concertation et puis dans les gouvernements de Sebastián Piñera, qui dit « les Mapuches disaient la vérité ». En gros, c'était vrai. L'État était vraiment omniprésent et oppressant et exploitait les gens. Et en gros, les Mapuches se posent aujourd'hui comme un symbole d'opposition à la violence étatique, tant dans leur drapeau que dans leur initiative d'autonomie vis-à-vis de l'État. Merci Carla. Et donc pour continuer un peu dans ces sujets et les différents acteurs et en jeu, les secteurs, disons, qui rentrent en jeu dans ce moment, est-ce que, Jean-Baptiste, tu pourrais nous parler un peu plus précisément de nos mouvements de travailleurs dans le sens large, quel rôle sont en train de jouer dans ces mouvements-là? Avant le monde du travail, j'ai un désaccord fondamental avec Rodrigo qui parlait de deux clubs de foot importants, des campions, hay uno solo et se llama Colo Colo. Ceci étant dit, ce qui montre effectivement que le mouvement en Chili est plus avancé qu'ici, puisqu'ils ont dépassé les frontières des clubs. Ceci étant dit, non, je crois qu'il y a une rupture radicale qui s'opère au niveau chilien, dans la mesure où les camarades illustraient des mouvements préalables qui ont secoué le Chili, qui ont été extrêmement durs, qui ont dû affronter une répression impitoyable de la part des gouvernements de droite comme de gauche d'ailleurs, puisque le mouvement Mapuche, qui existe des deux côtés de la cordillère des Andes, a dû affronter, notamment sous Bachelet, donc la répression d'État chilien, soi-disant socialiste, avec la participation du PC à l'époque, c'était Nueva Mayoría, tout comme la répression du gouvernement de droite argentin de Mauricio Macri, qui est parti dernièrement, donc pensez pour lui. Donc voilà, des jeunes, des lycéens, des étudiants, et des mouvements qui ont souvent reçu en tout cas l'appui, ou qui avaient la sympathie importante de franges non négligeables du monde du travail, mais un soutien qui s'exprimait, en tout cas qui ne s'exprimait pas de façon active. Et la rupture qu'il y a eu avec justement le mouvement aujourd'hui au Chili, c'est la façon dont le monde du travail, pas simplement les travailleurs dont je parlais tout à l'heure dans le métro, donc ceux qui rentrent du boulot, qui rentrent chez eux ou qui vont au travail et qui se joignent aux manifestants et aux manifestantes, mais lorsque le mouvement ouvrier organisé commence à intervenir et reprend à son compte les revendications qui ont été posées par le mouvement, par la jeunesse notamment. Et ça, c'est le moment en fait de déclic fondamental, c'est-à-dire ça a été tout d'abord la grève générale qui a été appelée par l'Union des dockers, par l'Union portuaria, en solidarité justement avec la jeunesse. Il y a un côté 68 heures dans la mobilisation, si vous voulez, c'est-à-dire qu'une sorte de réaction face à la répression de l'État, face à la morgue des gouvernants et de la droite. Ces appels à la grève en fait se sont généralisés, ont été repris par la Confédération, la Centrale Unique des Travailleurs, donc le principal syndicat du pays, et ont englobé d'abord des travailleurs du secteur public, notamment des enseignants, des travailleurs de la santé qui déjà étaient en grève. Il y avait un appel à la grève pour le 20 octobre qui avait été lancé 2 semaines auparavant. Et donc du coup ça a permis là aussi de se greffer sur la mobilisation qui était déjà existante. Et puis après progressivement d'autres secteurs centraux, donc notamment les dockers qui ont un poids extrêmement important et qui a allé croissant ces dernières années du fait du développement des échanges transpacifiques notamment, et donc du rôle du Chili dans cette interface entre l'Amérique latine et la zone Asie-Pacifique, mais également les mineurs.
là, étant dans la mesure où le salaire du Chili, vous le savez, c'est le cuivre, c'est-à-dire c'est la principale production, c'est le principal producteur mondial. Et lorsque les mineurs chiliens arrêtent le travail, c'est l'ensemble du pays qui véritablement est paralysé. Donc il y a eu cet appel à grève générale, donc mardi, mercredi et jeudi dernier, avec là aussi une différence, dans la mesure où ça a été une grève générale qui a effectivement paralysé le pays complètement, mais qui a eu pour effet, pour reprendre les termes du ministre ou ancien ministre de l'Intérieur Chadwick, ajouter du chaos au chaos. C'est-à-dire que chez un certain nombre de dirigeants du mouvement ouvrier, l'idée, vous avez quelques idées dans la tête d'ailleurs, c'était de vider les rues. Il y a eu trop de répression, effectivement il faut qu'on parle le pays, qu'on montre qu'on n'est pas d'accord avec le gouvernement, mais surtout on ne va pas manifester. Et ce qui s'est passé en réalité, c'est que cette grève générale a contribué à renforcer les cortèges dans les villes et a véritablement secoué l'intérieur du pays avec des manifestations qui étaient très importantes, pas simplement à Santiago, mais également à Concepción, à Valparaíso, à Antofagasta, avec une participation clé donc, des secteurs du monde du travail. Et ce qui a fait, je finirai là-dessus, puisque donc il y a eu les réactions du gouvernement avec ces reculs successifs dont Rodrigo a parlé, mais du côté de la très grande bourgeoisie, Piñera lui-même est un très grand bourgeois en fait, voilà, il est aussi, bref, peu importe, mais l'un de ses amis intimes, un type qui s'appelle Luksic, qui est une sorte de personnage absolument dégueulasse, vulgaire, par rapport auquel Berlusconi passerait pour un intellectuel humaniste, pour en faire une idée, avait réussi quand même à envoyer quelques messages WhatsApp à ses amis qui ont après filtré, dans lequel il a glissé d'injures les manifestants qui ne pouvaient être que des vandales marxistes et les journalistes qui étaient des imbéciles et des crétins, parce qu'effectivement il disait quand même que l'état de siège, le couvre-feu, c'était pas terrible quoi. Donc, voilà. Et à partir du moment où il y a la grève, de façon préventive, puisque ça a été le mardi en fait, il a annoncé pour l'ensemble de son groupe, et c'est un type qui possède supermarchés, mines, compagnies de transport, enfin à peu près tout dans le pays, il a annoncé une augmentation généralisée des salaires, justement en disant que effectivement c'était terrible, qu'il y ait autant une telle différence de salaire entre le plus bas des salaires et les cadres dans ces entreprises. Et d'autres patrons lui emboîtaient pas dans l'idée effectivement qu'il fallait éteindre l'incendie. Et en fait l'incendie avait déjà pris et ça n'a pas été suffisant puisqu'aujourd'hui on voit que les manifestations et les débrayages, ou en tout cas les situations de paralysie et de contestation sur les lieux de travail, on pourra revenir dessus, se poursuivent. Oui, merci Jean-Baptiste. Et justement, et là, je pense que c'est le moment de rentrer dans un peu le contexte dans lequel s'est produit l'historique, disons, d'un Chili montré jusqu'à là comme l'exemple du néolibéralisme réussi. Et parce que ça fait penser aussi le fait de cette irruption spontanée et qui a eu lieu, ça me fait penser aussi à ce qu'on a vécu ici en France avec les Gilets jaunes, justement. Ça fait un an presque, où tout le monde disait voilà, et après la défaite de cheminots, et tout le monde disait voilà, c'est le rouleau compresseur de Macron, voilà, il est tout puissant, il peut tout faire et tout. Et d'un seul coup, paf, ça explose. Et comme ça, avec des éléments de spontanéité, des éléments de beaucoup de radicalité aussi, qu'on n'avait pas l'habitude de voir non plus ici en France. D'ailleurs, il y a un très bon livre, un très bon ouvrage qui s'appelle Gilets jaunes, les soulèvements, écrit par Juan Chingo et en partenariat avec Révolution Permanente, qui invente ici, à la librairie, qui essaye justement d'analyser ces éléments-là. Donc, je reviens. Quels sont les éléments justement qui étaient déjà à la base des inégalités si importantes dans la société qui ont donné lieu justement à que ces mouvements puissent voir les choses d'une façon si abrupte. En fait, juste avant, il me semble quand même nécessaire de voir à quel point le gouvernement s'est senti mis à mal vis-à-vis de ces mobilisations qui sont historiques, mais bien sûr ont un parcours historique évident qu'on va après vous présenter, parce que pour nous en tant que Chiliens c'est plus évident que pour vous. Mais bon,
en fait, on peut voir cette réaction de la part du gouvernement seulement dans le nombre de personnes qui ont été blessées, qui ont été torturées, qui ont été violées pendant ces mobilisations, puisque aujourd'hui on peut voir les chiffres de l'Institut national des droits humains, INDH, qui doit d'ailleurs tous les jours, 2 fois par jour, renouveler ces chiffres, c'est-à-dire à midi on a un rapport et puis à 21h30, à 22h on a un autre rapport pour voir comment va la situation. Ce qui montre à quel point la bourgeoisie, quand elle se sent attaquée, elle est capable vraiment d'attaquer. Et les derniers chiffres sont de hier soir à 23h chiliennes, c'est-à-dire aujourd'hui à 5h du matin, où on peut voir que les actions judiciaires menées contre les différents policiers ou militaires, parce que reste à constater, comme on l'a dit avant, il y avait un moment où il y avait un état de siège entre le 19 et le 28. C'était le 28, non qu'il a été levé. Et le 28, c'est-à-dire les militaires étaient dans les rues, mais il y avait une période précédente et postérieure aussi où les exactions contre les droits de l'homme continuaient. Bon, aujourd'hui, on constate qu'il y a, selon l'Institut des droits humains, 167 personnes qui ont porté des actions judiciaires, entre lesquelles il y a 120 dénonciations de torture et 18 par violence sexuelle et 5 déjà par des homicides faits de la part des policiers ou des militaires. Il y a eu déjà 4271 détentions par des militaires et des policiers, beaucoup de fois sans aucune raison apparente, et 1300 personnes qui ont été blessées soit par des balles de feu de la part des militaires et des policiers, et des différentes formes de, comment on dit, dispositifs qu'on peut lancer par armes à feu, des projectiles, différents projecteurs policiers. Et ce qui a résulté dans 146 pertes oculaires. Alors il y a à l'heure actuelle 146 personnes qui ne voient pas d'un œil. Au Chili, des manifestants qui exerçaient leurs droits. Ce qui est quand même bien impressionnant. Mis à part ça, on a aussi le cas de différents raids policiers qui font des détentions illégales aux activistes étudiants, lycéens et des étudiants universitaires au Chili. Il y a eu le 23, c'était bien le 23, non, la nuit du 23 octobre, Valentina Miranda, qui était la présidente de la CONES, institution de laquelle parlait avant Rodrigo, elle a été détenue illégalement dans son domicile. Mais ce n'est pas que le cas à Santiago, avec les institutions qu'on connaît plus, mais aussi le 28 octobre, c'est-à-dire quand l'état de siège, l'état d'urgence était déjà plus à Santiago, il y a eu 5 détentions illégales d'étudiants arrêtés par la police dans leur domicile. On peut voir alors à quel point la situation est préoccupante et à quel point le gouvernement est en disposition d'attaquer la population qui est en train de se manifester. Je voudrais faire un petit point par rapport à la comparaison avec les Gilets jaunes. Et il faut quand même souligner le fait que la construction de l'État et ce qui représente l'État au Chili et en France n'est pas du tout la même chose. Un peu pour entrer en matière, vous savez bien que la dictature c'est le laboratoire du néolibéralisme et concrètement ça se traduit par les grandes, très vastes privatisations. Et pour vous dire un peu, pour voir la magnitude, c'est d'abord, la privatisation continue aujourd'hui, a continué pendant les gouvernements de la concertation. C'est la coalition de centre-gauche qui a gouverné le pays de 1990 à 2010, pendant 20 ans. Mais déjà pendant la dictature, pour voir la rapidité avec laquelle les Chicago Boys ont agi. Déjà en 1983, 10 ans après le coup d'État, et des 596 entreprises publiques qui contrôlaient Colfo notamment, la corporation de Fomento. Et en 1983, on avait que 48. Et toutes ces entreprises ont été ou totalement ou partiellement, bien que plus tard elles sont totalement privatisées. Et elles sont maintenant dans des capitaux tant nationaux comme transnationaux. Et ce sont des secteurs pas seulement stratégiques mais vitaux. Et on a par exemple, entre 85 et 89, on a la privatisation de Jansa, qui est l'entreprise qui produit du sucre, mais on a aussi la privatisation de l'électricité, du gaz, et une nouvelle législation sur le droit d'utilisation de l'eau,
qui a ouvert la voie à la privatisation de l'eau. Aujourd'hui, l'eau chilienne appartient à Endesa, qui est une entreprise espagnole. Et les télécommunications, la compagnie de téléphone CTC, des mines comme Schwager, l'Anchile, qui est l'équivalent à Air France. Donc vraiment, c'est une marchandisation de la vie qui atteint des extrêmes inouïs. L'eau, quand même, c'est un truc inédit. Mais après, quel est le bilan de ces privatisations? Comme l'avait dit Jean-Baptiste, le Chili est le Jaguar, l'oasis de la démocratie, le pays de la croissance. Mais quand on regarde de plus près, à quel prix c'est ça? Et surtout, qui a bénéficié de ces années de croissance? Et d'après les derniers chiffres de 2018, le salaire moyen au Chili est de à peu près 640 €. Ce qui est déjà bas, en tenant compte que le Chili est un des pays d'Amérique latine les plus chers, avec des prix qui sont parfois comparables à ceux d'ici en Europe. Mais ce salaire moyen de 640 €, qui est déjà bas, cache une situation qui est vraiment gravissime. Pour donner un ordre de grandeur, 53% de la population gagne moins de 430 € et 75% moins de 620. Donc, si plus de la moitié de la population gagne moins de ce qui est le salaire moyen, le problème de la concentration de la richesse, on voit qu'il est absolument alarmant dans le cas chilien. Et à ces salaires misérables, on a encore là une suite logique qui est le surendettement chronique des foyers pour pouvoir subsister. Et d'après les données de la Fondation Sol, et la moyenne d'endettement avec lequel subsistent les foyers au Chili est d'environ 2 fois leur revenu. 2 fois leur revenu pour pouvoir boucler la fin du mois en dette. Et, quand on pense que Piñera est notre président, et avec un patrimoine qui le situe parmi les hommes les plus riches du monde, on voit bien qui est le parti et vers où sont partis les millions qui ont été faits par les entreprises privatisées. Ça, c'est très intéressant justement pour faire une vision panoramique et des inégalités énormes et qui se sont creusées au fur et à mesure justement que le néolibéralisme avec les taux privatisés a évolué. Et je peux juste rajouter un point que je me semble très important, c'est de souligner de nouveau que les privatisations ont continué pendant le gouvernement de centre-gauche parmi le Parti socialiste. On a eu justement cette modification du Código de Aguas, des droits de l'eau, a été faite pendant la dictature, mais le processus de privatisation vraiment du service a commencé en 1987 sous le gouvernement démocrate chrétien de Eduardo Frei. Sous le gouvernement du giro à l'izquierda, du revirement à la gauche de Ricardo Lagos en 2005, ce sont les autoroutes qui ont passé par des concessions à des entreprises privées. Et en 2011, dans le premier gouvernement de Piñera, la privatisation de l'eau qui avait commencé par Frei s'est approfondie. Donc du coup, on voit très concrètement comment est-ce que la démocratie chrétienne et la concertation qui a gouverné le pays s'inscrit complètement dans la lignée de Piñera et de la droite plus réactionnaire ouvertement exploiteuse pour ainsi dire. Merci, c'est important, ces remarques. Et oui, Carla, tu pourrais nous parler un peu de mouvement étudiant, justement, dans le sens des universités et tout ce qui est en rapport avec l'éducation. Qu'est-ce que le néolibéralisme a fait que, voilà, parce que c'est les étudiants qui ont été à la tête des processus de lutte ces dernières années. Donc, quel est le rapport entre le néolibéralisme dans l'éducation et les mouvements étudiants? Je pense que le premier rapport et le plus logique, c'est de voir que les premières mobilisations au Chili ont été menées par les étudiants lycéens et puis les étudiants universitaires. En fait, le Chili a habité, les Chiliens ont habité pendant une très longue période dans un état de somnolence, on pourrait ainsi le dire, puisqu'il n'y a pas eu de mobilisation qui essayait de contester le modèle que vient de décrire Rodrigo pendant plusieurs années. Genre, les premières mobilisations après la reprise de la démocratie au Chili ont été en 2006 avec les étudiants.
Et si ta question est pourquoi c'est eux qui se sont mobilisés, bon, la réponse est très large. Déjà parce que c'est une population qui a toujours eu tendance à se mobiliser, puisque comme on le sait, la jeunesse n'a rien à perdre, alors c'est eux qui se mobilisent. Mais au-delà, on peut voir par exemple qu'il y a des lois qui ont été créées pendant la période de la dictature au Chili, qui vulnèrent directement les droits des étudiants. Alors, les premières mobilisations de 2006, qui étaient appelées les marchas pingüinas, parce que l'uniforme au Chili, il est blanc et noir, du coup c'est comme si c'était un pingouin, il y avait tant de petits pingouins dans les rues, étaient d'abord contre la loi organique générale d'enseignement, c'est une bonne traduction, et ça se comprend. C'était une loi mise en place la veille que Pinochet a dû partir. C'est-à-dire, c'est la dernière chose qu'ils ont fait. Ils se sont dit pendant la dictature, bah, on ne peut pas ne pas refaire un système d'éducation, on le fait, et puis demain je pars. C'est ce qu'il a fait. Et du coup, cette loi, qui avait été mise en place dans des conditions un petit peu illégitimes, on peut le dire comme ça, a été remise en cause. En plus de ça, les étudiants et lycéens étaient dans des conditions, surtout pour la population moyenne, de classe moyenne et classe basse, c'est super difficile parce que aussi il y avait des frais pour la prueba de sélection universitaria, pour le bac, qui étaient très élevés à l'époque. Ils continuent d'exister, mais ils sont baissés un peu en prix. Ils demandaient aussi à avoir un accès au transport public gratuit, entre autres. Alors cette population s'est vue directement visée par cet État néolibéral qui ne leur permettait pas d'avoir une égalité de chance, pour ainsi dire. C'est eux alors qui ont mis d'abord en question les systèmes d'éducation, mais qui s'inséraient dans ce modèle néolibéral. Et ils se sont aussi mis en contre des partis politiques, ce qui laisse un héritage important pour les mobilisations d'aujourd'hui, merci. Et aussi pour les mobilisations de 2011, des étudiants universitaires, qui ont essayé ils voulaient le fin del lucro, c'est-à-dire la fin du profit, parce que la loi de Pinochet, qui cherchait en fait, c'est de permettre la concurrence de libre marché dans l'éducation, tant lycéens, collégiens qu'universitaires. Le 2011 a repris ses consignes et les a menées un petit peu plus à terme, sans encore arriver à la notion de droit social, mais tout en montrant qu'il y avait un problème par rapport au droit social au Chili. Concomitamment en 2011, il y a eu d'autres grandes mobilisations qui ont venu à s'opposer à ce modèle, que c'était le mouvement Patagonia sin represas, la Patagonie sans des barrages, parce qu'il y avait un grand barrage qui voulait s'installer au sud du Chili, justement pour alimenter énergétiquement des mines au nord du Chili, ce qui était quand même absurde parce que, je ne sais pas si vous voyez le Chili, mais c'est un long pays qui fait la taille de la France en mètres carrés, mais qui en fait n'est pas un petit cercle, mais c'est comme un serpent. Alors si on met des barrages au sud, la quantité d'énergie perdue pour le nord, elle est atroce. Mais comme les bourgeois n'étaient pas trop intéressés à cette perte et voulaient absolument l'énergie par rapport au barrage, ils voulaient les faire. Les grandes mobilisations se sont faites aussi. Un petit peu après, en 2012, il y a eu d'autres mobilisations aussi inspirées par les lycéens de 2006, qui s'appelait Yo no presto el voto, je ne prête pas mes voix électorales. En fait, c'est un jeu de mots, parce qu'au Chili, on dit Yo no presto el voto, ça veut dire je ne me fais pas violer, en gros. Et il disait je ne vais pas aller voter pour des gens qui répondent pas à mes principes. Alors il s'opposait déjà à un système électoral. Et comme ça, il y a eu une réactivation pendant la période de 2011 de la mobilisation sociale historique au Chili. Que si on se souvient, pendant la période d'Allende, les masses sociales dans les rues, c'était un constat, on pouvait le voir très simplement. Du coup, a permis cette réactivation. Puis il y a eu quelques années on peut voir des mobilisations, mais pas aussi grandes. Mais en 2018, il y a encore une arrivée, aussi menée en grande partie par des étudiantes universitaires, parce qu'en 2018, en fait, il y a eu des grandes dénonciations tout le long du pays contre des cas d'abus et harcèlement sexuel au sein des universités, ce qui a fait que il y a eu une réactivation des codes de mobilisation antérieurement mis en place, c'est-à-dire il y a eu des blocages universitaires et aussi des grèves générales qui s'attaquaient pas seulement aux harcèlements et visaient des protocoles nationaux, mais qui en même temps étaient contre le système patriarcal conçu comme cause et conséquence du néolibéralisme au Chili,
Et bon, comme ça, ils ont commencé à se mobiliser, et comme je vous avais dit un petit peu en avance, on crée la grande mobilisation de 2019 avec 400 000 personnes dans les rues. Il y a eu aussi des grandes mobilisations des comuneros mapuches, puisque Camilo Catrillanca, que c'était une personne de la communauté, un très important personnage de la communauté mapuche, s'est fait tirer par un flic au sud par un commando qui s'appelait le commando Jungla. C'était des policiers qui devaient appliquer une stratégie antiterroriste vis-à-vis de la population mapuche au sud. Il a été tué par le dos. Et c'est comme ça que peu à peu la mobilisation au Chili a commencé à prendre une plus grande ampleur au niveau des masses qui prenaient, et contre un ennemi commun qui était le néolibéralisme. Pour venir donc à la situation de le Chili qui a créé la dictature pinochetiste, la concertation des gouvernements d'après, et cette transformation d'un Chili est exemple modèle de la réussite du néolibéralisme, et comment ça s'est exprimé dans des contradictions aussi au sein de la classe ouvrière. Pour ce qui est du mouvement ouvrier, je crois qu'il y a quelque chose qui est important, on ne comprendrait pas effectivement le niveau de contestation aujourd'hui. C'est qu'il y a d'abord quelque chose qui est à reconnaître, en tout cas à regretter ou à comprendre. C'est la grande victoire de la dictature. Ça a été précisément que le modèle économique et social qui a été imposé en 1973 à la suite du coup d'État s'est maintenu dans le temps et a été maintenu par les gouvernements de la concertation, donc les gouvernements de la démocratie chrétienne et du Parti socialiste, et y compris sous le gouvernement de la nouvelle majorité, c'est-à-dire PS, démocratie chrétienne et Parti communiste, donc le dernier gouvernement Bachelet. Et ce modèle se basait sur quelque chose d'assez précis qui s'est appelé, qui s'appelle toujours, qui s'appelait à l'époque El Plano Laboral, donc une espèce de programme, disons, de régulation des rapports sociaux et notamment du travail au Chili, qui entre en vigueur en 1979. À l'époque, je fais peut-être une erreur, mais en tout cas à l'époque où le ministre du Travail de Pinochet s'appelait Piñera, alors pas celui-ci, mais c'était son père, tel père, tel fils, dont dérive en tout cas, dont le fruit est le Code du travail chilien. Le Code du travail chilien est très certainement le plus régressif qui existe aujourd'hui, en tout cas dans les pays dits de l'hémisphère occidental, d'un côté, mais en même temps le plus régulé. C'est-à-dire que c'est aussi là l'illusion du néolibéralisme qui serait une sorte de liberté absolue et de retrait de l'État de toutes les sphères économiques, sociales, etc. Mais en fait, c'est l'État qui a régulé très fortement, évidemment, en faveur du patronat, les rapports sociaux. Et ce qui a donné un mouvement ouvrier qui est extrêmement fragmenté, mais néanmoins qui a été muselé, y compris dans ses capacités de s'exprimer, mais qui n'a pas été complètement cassé, qui n'a pas été complètement brisé, puisque notamment à partir des années 2000, il y a eu un retour de la lutte de classe au Chili, avec un certain nombre d'exemples, mais néanmoins dans une situation qui est extrêmement défavorable, parce qui portait avec elle donc, les années, d'abord le coup d'État, le reflux, une situation donc, sociale qui faisait que donc, 8% aujourd'hui des salariés au Chili sont couverts par la convention collective. Donc vous imaginez ce que ça représente de s'organiser syndicalement dans une entreprise dans laquelle il n'y a même pas de toute façon de convention. Donc voilà, et où, comme disait Rodrigo, le salaire moyen aujourd'hui est de 600 €, et avec une partie très importante du monde du travail qui travaille au noir, qui travaille dans le secteur informel, dans le secteur gris. Et néanmoins, un retour de flamme de la lutte des classes, notamment dans les secteurs qui historiquement ont été les plus concentrés, ou qui font partie des secteurs de la nouvelle économie chilienne. Je donnerai juste 3 exemples. Dans le secteur des mines, à Codelco notamment, entreprise nationale, avec une grève très importante en 2007, qui a été menée par la CUP, qui a été menée par la Confédération des travailleurs du cuivre, qui avait été refondée en tout cas, ou relancée par notamment les militants du Parti communiste, avec une grève très importante de 25 000 travailleurs à l'époque, de 25 000 mineurs. Dans le secteur également du bois et des industries salmonifères, c'est-à-dire de là où, si vous allez chez Picard et que vous achetez on appelle ça des coquilles Saint-Jacques, vous avez 2 possibilités, soit vous prenez celle de la baie de Saint-Brieuc qui coûte très cher, soit vous prenez celle qui vient du Chili qui coûte un dixième du prix et qui sont faites dans des conditions d'exploitation
d'une absence de régulation complète dans notamment les entreprises du Sud dans lesquelles ces fruits de mer viennent, et qui néanmoins ont vu des processus de réorganisation au niveau du monde du travail. Et la dernière grande grève, ça a été en 2013-2014 chez les dockers, donc dans un contexte bien particulier, en tout cas qui venait d'un moment d'extrême croissance et d'exportation de matières premières, notamment en direction d'Asie et de la Chine, dans lequel les dockers ont été à l'interface, en tout cas les ports chiliens, un secteur clé en tout cas de ces années de croissance, qui ont été des années de croissance pour le Cône Sud, notamment entre 2003 et 2013, et qui a permis la fondation, la refondation là aussi de l'Union des dockers, de l'Union pour le droit à l'air, qui est donc le syndicat très combatif qui existe aujourd'hui. Avec néanmoins une contradiction qui a été essentielle au sein du mouvement, qui a été donc une force ou un renouveau de la lutte de classe dans certains secteurs, et en même temps le fait que le mouvement ouvrier était à la fois bridé par cette législation héritée de la dictature, que la concertation n'a jamais changé, mais également bridé par les phénomènes bureaucratiques existants au sein de la CUT, au sein de la Centrale unique des travailleurs, qui est dirigée encore aujourd'hui par le PS et surtout par le PC, et qui était en lien, qui est intégré, y compris sous le deuxième gouvernement Bachelet, qui était en lien avec le gouvernement. Donc évidemment la façon un mouvement ouvrier qui était bridé, y compris dans ses capacités d'expansion, d'expression. Donc voilà, avec une certaine, disons, un soutien et un appui qui avait pu s'exprimer en 2011, en 2006 à l'égard des jeunes, mais qui ne s'était pas encore exprimé activement tel qu'on le voit aujourd'hui. Et pour aborder à notre niveau ceux qui sont des protagonistes, les acteurs de ces moments-là, en tout cas qui ont une politique, c'est la gauche. Et la gauche chilienne qui met en place des politiques diverses pour répondre à ces mouvements-là. Donc voilà, on a plusieurs positions, PC, Frente Amplio, mais voilà, je vous laisse développer comme vous le sentez. Rodrigo, tu veux commencer? D'abord faire un petit panorama du champ politique chilien, pour ainsi dire. On a la droite qui est réunie dans la coalition Vamos Chile. Là, on a Renovación Nacional et la UY, c'est, comme je l'ai dit, une droite ouvertement capitaliste qui est en contre de toute extension ou la reconnaissance de droits sociaux. Après, quand on voit ce qui est l'héritage de la concertation, on a une nouvelle coalition qui s'appelle Nueva Mayoría maintenant, mais je crois qu'elle a éclaté en tout cas, mais c'est l'héritage direct de la concertation. On a le Parti socialiste, le Parti communiste qui a été inclus, qui a été le principal changement par rapport à la concertation dans ce pacte, dans cet esprit de transition à la démocratie et un peu d'exclusion, de mise à l'écart total de ce qui a été le Parti communiste et l'expérience de l'Union populaire. Et lors de la dernière élection, en 2017, on a vu émerger une nouvelle force au Chili, qui est dont les principaux dirigeants sont des anciens militants universitaires du mouvement de 2011, et qui s'appelle le Frente Amplio, qui est aussi une vaste coalition d'une partie d'un ensemble d'individus qui se situent plus à gauche que la concertation, et qui voulaient justement rompre avec cette collaboration qui a été faite par la gauche, la centre-gauche chilienne, avec les politiques néolibérales. Donc, on a entendu le positionnement de ces gens face à l'estallido qu'on est en train de vivre. Et on voit le PS a fait a changé, a évolué un peu sa position, parce qu'on a vu José Miguel Insulza, un des grands représentants, qui est d'ailleurs un des possibles candidats à la prochaine élection, membre du Parti socialiste, qui avait dit au moment quand les émeutes n'avaient pas encore éclaté, au moment des évasions massives dans le métro, qu'il était pour une répression forte de ces attitudes, qu'ils étaient ouvertement condamnés et que ce n'était pas acceptable. Mais qu'après, je ne me rappelle plus la date exacte, mais ça fait à peu près une semaine, Piñera a convoqué les représentants des partis pour discuter, chercher une issue à cette crise.
Bah justement, le PS n'a pas accepté de dialoguer avec un président qui tire sur son peuple. Et après, il faut être vigilant par rapport de ce qu'est le PS, parce qu'on a vu ce qu'ils ont fait avec le pouvoir. Et, de l'autre côté, on a le Frente Amplio qui posait comme condition justement pour dialoguer ou pour pouvoir simplement s'entendre avec le président la fin de la répression et de l'état d'urgence. Cependant, le Frente Amplio, qui semblait à peu près s'inscrire et promouvoir ces manifestations spontanées, et même dans ces formes plus radicales, a reculé. Et ça fait 2 jours. Et ils se sont prononcés contre la violence, pour le dialogue et surtout pour une issue parlementaire et institutionnelle de cette crise. C'est intéressant de voir que la partie plus institutionnalisée de la politique, vraiment les partis, même ceux qui sont plus récents, avec un esprit plus contestataire que ce qui a été la concertation, et ne sont pas à la hauteur, pour ainsi dire, de ce qui demande le mouvement ouvrier, ou du moins certains secteurs. On a vu hier, si je ne me trompe pas, ou c'est peut-être 2 jours avant, une déclaration de la centrale des mineurs, qui ont déclaré qu'ils ne pouvaient pas passer par la voie institutionnelle, qu'ils sont pour un changement radical de la société, et que ceci ne s'arrête pas avec la fin de la répression, mais ils veulent absolument que Piñera quitte le pouvoir et la mise en place d'une assemblée constituante. Donc, quand on voit qu'on a les dockers et les mineurs mobilisés au Chili dans une perspective de contestation contre un système néolibéral et pas contre un président simplement, et on peut dire qu'il y a vraiment une potentialité énorme dans le Chili, dans les mobilisations en ce moment. Sans vouloir caricaturer très rapidement les positions de la gauche chilienne, ou de ce qui est censé être la gauche de la gauche. Ce qui est assez frappant, Rodrigo disait pas à la hauteur, effectivement, certains ont une sorte de long, portent avec eux un certain fardeau de trahison. Mais ce qui est impressionnant, c'est de voir que le mouvement dans sa globalité, en tout cas c'est des secteurs qui aujourd'hui continuent à contester, portent comme revendication principale Fola Piñera, c'est-à-dire Piñera dégage. Et pour ça, donc la grève générale jusqu'à ce qu'il quitte le pouvoir. Et de l'autre côté, la volonté de mettre en place une assemblée constituante libre et souveraine, donc qui ne soit pas simplement un plébiscite, en gros pour ou contre je ne sais quoi, mais véritablement mettre à bas, renverser le régime chilien qui est basé aujourd'hui sur la constitution de 1980, c'est la constitution pinochetiste qui a beaucoup été acceptée par plébiscite en 1980, qui aujourd'hui est encore en vigueur. Et elle a été timidement réformée, retouchée par le gouvernement de Lagos en 2005, justement pour un peu évacuer cette continuité tellement explicite avec la dictature. Mais en gros, ça n'a pas changé. Et de voir que le Parti communiste, le Frente Amplio, qui se situe justement en marge, en tout cas en opposition au duopole, donc à cette espèce de bipartisme équivalent d'une espèce de... je veux dire, la droite chilienne, c'est pas l'UMP, enfin, c'est quand même c'est un peu plus costaud, on va dire. Ça se rapproche davantage de l'Algérie française que du reste. Voilà, mais de cette espèce de duopole droite-gauche. Le Parti communiste, qui dans un premier temps refusait de dialoguer, notamment le 20 octobre, est passé à des positions ouvertement, en tout cas qui donnent au gouvernement une planche de salut aujourd'hui, c'est-à-dire en lui offrant la possibilité de mettre en place un agenda de réforme sur lequel il serait censé ou ils accepteraient aujourd'hui de négocier. La deuxième chose, c'est donc leur volonté de mettre en accusation constitutionnelle, c'est-à-dire en gros faire une espèce d'impeachment à la chilienne, certaines, même pas l'ensemble, mais certaines des personnalités du gouvernement sortant, notamment le ministre de l'Intérieur, Chadwick. Et là, pour le coup, c'est complètement aberrant, parce que ce serait s'imaginer qu'un Sénat et un Parlement qui sont dans lequel la droite est majoritaire, la droite, ou en tout cas le centre-gauche très modéré sont majoritaires, accepteraient un tant soit peu destituer qui que ce soit. Évidemment, la démocratie chrétienne, par son porte-parole, le président du Parlement l'a déclaré ce matin. Effectivement, bien entendu, ils ne mettront en accusation constitutionnelle personne, et encore moins Piñera. Donc ça, c'est vraiment mener le mouvement dans le mur. Et le troisième élément sur lequel revenait Rodrigo, qui est le fait que après les déclarations de la nouvelle porte-parole du
gouvernement. Aujourd'hui, le Parti communiste et le Frente Amplio condamnent les violences. Donc c'est déclaration de Jackson hier soir ou ce matin. Donc face aux terribles images que nous voyons à Santiago, bien entendu que nous condamnons los destrozos, donc les destructions. Vallejo, donc l'ancienne dirigeante égérie, porte-parole du mouvement étudiant 2011, donc parle de absoluta condena, condamnation ferme des violences. Pour ne pas parler du maire de Valparaíso, donc la deuxième ville du pays, je crois, c'est ça, après Concepción, qui est un maire du Frente Amplio et qui lui demande aux carabiniers de faire leur travail, je cite, et qui demande à l'État une espèce de plan d'urgence pour, en gros, répondre aux destructions qu'il y aurait dans sa ville. Donc une espèce de mélange, du coup, de dialogue social et de criminalisation des manifestations, là où, en tout cas, ce pourquoi se bat l'extrême gauche chilienne, ce sur quoi se bat les secteurs les plus avancés du mouvement ouvrier, du mouvement étudiant aujourd'hui. Il y a eu une déclaration de la CES, donc de la coordination des lycéens, qui condamne les condamnations de la violence, justement, qui disent que la violence, évidemment, c'est celle des carabiniers, c'est celle de l'armée, c'est celle du gouvernement, et c'est de poursuivre sur la voie de la construction de la grève générale pour que Piñera s'en nage. Une grève générale, puisque 2 jours n'ont pas suffi, on a eu une autre hier, une journée de 24 heures, et dans ce cadre-là, le conglomérat d'organisations appelant la grève n'ont même pas appelé à ce qu'il y ait des assemblées sur les lieux de travail, justement, pour que cette grève soit effective et puisse éventuellement se poursuivre. Donc il y a un certain nombre d'enjeux aujourd'hui qui sont sur la table, entre effectivement une issue institutionnelle, parlementaire, plus ou moins réformée et réformable avec des plébiscites et je ne sais quoi, et de l'autre, effectivement, le fait de continuer jusqu'au bout pour renverser cet héritage absolument ahurissant, néfaste et terrible de l'héritage pinochetiste qui a été maintenu sur pied par l'ensemble des partis politiques du régime. Merci. Et donc on va aller vers les derniers volets avant de commencer le débat. Et dans ces volets-là, ce qui m'intéressait, c'était justement d'aborder, et dans ces énormes enthousiasmes, cette spontanéité qu'on voit ressurgir aujourd'hui au Chili. Et donc on a vu un peu les politiques des partis de gauche, mais justement il y a une rupture là, quelque part. C'est-à-dire il y a de nouvelles formes d'organisation qui commencent à voir le jour. Et si on parle voilà, des comités de resguardo d'Antofagasta, des cordons Santiago Central, et il y a même des assemblées voilà, qui ont un autre caractère et tout. Donc, est-ce qu'on peut aborder un peu ce sujet-là, de nouvelles formes d'organisation, Carla? Bon, alors le peuple chilien, face à un État terroriste et puis une gauche inepte vis-à-vis de ses demandes, n'a eu pas une autre alternative que de profiter de son potentiel et commencer à s'organiser à partir des bases et au sein de ces institutions, soit de travail, soit d'études. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une phrase qui ressort beaucoup dans les affiches au Chili, que c'est « Nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo ». Ils nous ont tout quitté, même notre peur. Mais c'est pas seulement une peur qui a été quittée pour manifester, mais aussi pour s'organiser. Et du coup, comme ça, différentes initiatives territoriales, locales, et puis à partir d'assemblées de travail, ont commencé à se dérouler. Il y en a plusieurs. Moi, je voulais vous parler d'une en particulier que je maîtrise un peu plus, parce que comme tout est un peu nouveau, c'est difficile de suivre le jour au jour l'actualité. Et c'est le cas des cabildos. En gros, les cabildos ont commencé dans une volonté de générer des assemblées territoriales, qui s'est structuré justement par rapport à la commune ou les différentes personnalités, mais qui ont perdu peu à peu cette composante territoriale qui se maintenait seulement dans le sens où les personnes qui habitaient l'une près de l'autre se regroupaient dans des endroits, dans des classes publiques spécifiques, et qui avaient des conversations. Ça portait la forme d'une assemblée, c'est-à-dire il n'y a pas de vote, c'est seulement un dialogue en continu jusqu'au moment où on peut trouver un juste accord. Il y avait une suggestion d'un parti, là par contre, c'est pourquoi le modèle a été un peu rejeté aussi plusieurs fois, de Révolution démocratique, qui disait que
et qui a été un peu suivi quand même, qui disait que si le groupe était trop grand, il fallait faire des divisions de personnes de 10 en 10, que ces personnes de différents sous-groupes, pour ainsi dire, devaient se mettre d'accord dans le fait d'effectuer un diagnostic de la société et la situation actuelle, mais aussi de proposer une liste de différentes solutions. C'est comme ça que le problème central au Chili, par ces différentes cabildos qui existent, à Santiago, La Serena, Concepción, au long de toutes les grandes villes du Chili et dans des différentes communes, ont trouvé que le problème central au Chili était le néolibéralisme et que, comme l'ont dit déjà les camarades, les solutions étaient la somme des constituantes, la démarchandisation des services et droits sociaux, et puis la volonté d'établir un modèle national selon les nécessités et les besoins proposés par les gens des bases eux-mêmes dans ces différents cabildos. Ces cabildos sont organisés parce qu'en fait, il y a des cabildos indépendants, la volonté de parler entre les différentes personnes est manifeste aujourd'hui, mais il y a aussi un ensemble de différentes associations qui s'appellent Unidad Social, qui tentent de centraliser ces demandes, ce qui met au débat la contradiction de la composition de cette unidad sociale, où il y a par exemple la centrale La Côte, Central Unidad de Trabajadores, qui est un organisme finalement hérité de la période de la concertation, ce qui montre que ces initiatives veulent quand même être cooptées par d'autres organisations anciennes. Alors, les cabildos portent cette forme un petit peu nuancée d'initiative indépendante, parce que c'est sûr, les gens sont dans les rues, mais il y a aussi cette volonté de unidad sociale de s'y mettre sur leur projet. C'est vrai qu'il y a eu dans le mouvement chilien à la fois une spontanéité, une créativité et une radicalité extrêmement enthousiasmante et soudaine, en fait, qui a des liens et des racines avec une situation préalable, comme on a pu le voir, mais qui s'est manifestée à plusieurs niveaux. D'abord, en termes de modalité d'expression, je pense que vous aurez tous vu les pancartes, les panneaux, les pintadas, les graffitis sur les murs qui font pas dire d'envie en termes de créativité ce que peut faire un gauchiste parisien ou une gauchiste parisienne. Aujourd'hui, en général, on est assez limité en termes d'imaginaire, mais là, on voit vraiment une sorte de déploiement complet de poésie et de politique, donc à deux niveaux. Dans les formes de manifestation, Carl le reprenait, je pense qu'il y a cette idée de la peur. Moi, je parlais d'un camarade chilien, un camarade et ami qui aujourd'hui est retourné au Chili, qui est d'origine chilienne, et qui m'a toujours parlé effectivement une situation notamment dans laquelle il était militant clandestin du PST, et un jour de couvre-feu, donc c'était après l'attentat contre Pinochet, donc en 86, à l'automne 86. Il rentre chez lui. Il se trouve qu'il était très fier de son sac à dos. Vous imaginez, en 1986 au Chili, avoir un sac à dos, c'était quand même un signe extérieur de grande modernité. Seulement, évidemment, le sac à dos qu'il avait acheté, c'était un truc un peu pourri, la fermeture éclair ne marchait pas. Le couvre-feu commence, il n'était pas encore chez lui, il se fait braquer par des militaires qui lui demandent évidemment d'ouvrir son sac à dos à distance. Donc, projecteur, et puis donc il se fait appeler le table. Et en fait, le sac à dos ne s'ouvrait pas. Les militaires pensaient évidemment qu'il avait quelque chose dedans, n'avait absolument rien, même s'il aurait pu avoir quelque chose. Et c'est encore, pour lui, c'était la peur qui le continuait à le tenailler au ventre de cet héritage et de ce moment très particulier. Et cette peur, aujourd'hui, les jeunes Chiliens n'ont plus. Ils ne l'ont plus, ils l'ont dit, et ils l'ont démontré surtout avec un courage, je pense, qui force l'admiration. Et le troisième élément, c'est les éléments d'organisation et d'auto-organisation nouveaux, mais qui là aussi plongent leurs racines dans le passé, on pourrait y revenir, dans lequel il y a plusieurs choses qui surgissent. Alors on pourrait parler des cabildos, on pourrait parler, puisque le problème, en tout cas, un des éléments des cabildos, c'est que c'est des organes qui travaillent ou qui fonctionnent par consensus, fondamentalement, qui ne sont pas délibératifs et exécutifs. Et d'autres secteurs, notamment au sein de et ça c'est très présent en province, puisqu'à Santiago, où à Santiago, il y a un élément aujourd'hui qui est majoritairement jeune et de quelques secteurs des services publics dans la santé, chez les enseignants notamment, les travailleurs de la culture du GAB, du centre culturel de Gabriel Mistral. Mais en province, donc dans le nord du pays, à Antofagasta ou à Concepción, avec différents comités de front unique qui ont pu voir le jour, organisés à partir des syndicats, mais non pas des bureaucraties syndicales, on va dire, mais des secteurs combatifs de base, qui ont dit aujourd'hui il faut qu'on s'organise parce qu'il faut qu'on puisse maintenir la pression sur nos organisations et il faut qu'on puisse continuer à exiger
que c'est par la grève générale qu'on obtiendra le départ de Pigné, là, ça c'est absolument pas négociable, c'est par la grève générale qu'on réussira à imposer une assemblée constituante, et cette assemblée constituante, fondamentalement, elle doit être créée et venir être construite par la base, c'est-à-dire par les comités locaux qui aujourd'hui sont en train de se construire ou se consolident. Donc c'est le cas du comité de Emergencia d'Antofagasta, donc dans le nord du pays, qui regroupe notamment à partir du syndicat d'enseignants qui est lancé un appel Colegio de Profesores, des mineurs, des dockers, des travailleurs de la santé, des jeunes. Donc voilà, et à l'Assemblée provinciale de Concepción qui s'est tenue dimanche dernier à l'université. Selon un certain nombre de camarades, il y avait à peu près 3000 personnes et qui, pareil aussi, organisent, disons, dockers, travailleurs du secteur public, étudiants, et qui posent cet horizon, justement, qui pour eux n'est pas négociable et qui, de notre ANSA, c'est-à-dire ne pas négocier, et surtout ne pas négocier avec nos morts. C'est là, juste pour finir, c'est le centre culturel Gabriela Mistral, c'est l'équivalent du Pompidou à Paris, donc c'est en plein centre de Santiago, et donc la banderole qu'ont accroché les camarades du syndicat du GAM, je crois que c'était hier ou avant-hier, donc c'était, voilà, nous ne négocions pas avec nos morts, grève générale, donc voilà, jusqu'à la chute de Piñera, qui je pense aussi est source d'inspiration pour les secteurs qui, eux, veulent aujourd'hui ne pas se contenter des miettes, mais qui veulent continuer jusqu'au bout. Est-ce que vous voulez passer à une sorte de conclusion? Ben, je pense qu'on peut dire que clairement la situation en Chili n'est nullement claire. En fait, il y a plein d'acteurs différents qui sont dans la scène politique et les différents partis sont en train de se contredire les uns aux autres sans cesse. Dans une semaine, vraiment la distance d'une semaine, on avait un président en train de se dire un oasis démocratique en Amérique latine vis-à-vis des différentes révolutions qu'il y avait en Équateur, en Pérou, etc. Et qu'une semaine après se déclarait en guerre. Alors, la situation elle est vraiment difficile en termes d'analyse parce que on a une population qui a envie aujourd'hui de s'organiser, mais il y a un manque immense des éléments politiques que au moins les institutions traditionnelles ne sont pas en mesure de leur apporter. C'est pourquoi pour moi la question, après tout ce débat où on a vu les acteurs, on a vu un peu quelle était l'histoire et tout, c'est de nous demander comment est-ce que vraiment il pourrait y avoir une continuité de cet éclat de rage du peuple chilien qui se voit de nos jours dans les rues, vu qu'à un moment donné les gens doivent continuer, quoi. Si on voit maintenant les mobilisations au Chili, elles commencent après 5 heures parce que les personnes vont quand même à leur première moitié de la journée de travail. Ils ne peuvent pas vivre sans manger. Et du coup, on se trouve dans cette situation où on voit clairement un État qui est en train d'attendre peu à peu que la mobilisation se calme par son propre poids. Et cela n'est pas possible, parce qu'on a un potentiel dans les bases sociales qui est évident. Si les gens sont dans les rues aujourd'hui, s'organiser, juste parler entre eux, soit par des assemblées, soit par des collèges de professeurs, on sait qu'ils sont là et qu'il faut faire quelque chose avec. La question c'est quels sont les éléments qui leur pourraient être utiles et aussi qu'est-ce qu'en tant que communauté internationale on pourrait leur apporter. Parce qu'on est ici en train de parler de ça, mais pas pour genre, le laisser dans notre tête, mais pour se dire on pourrait collaborer avec ça. Je pense que ça, en fait, c'est pour moi la conclusion de... Je crois que vous avez tous écouté plein d'analystes aussi parler de la situation chilienne de façon très docte en général, voilà, donnant leur point de vue. Et en règle générale, il y a en tout cas quelque chose qui revient qui est, je cite certains, la persistance de phénomènes autoritaires en Amérique latine. C'est-à-dire la façon dont on pointe l'idée selon laquelle les années 70 seraient de retour, voilà, avec la répression, et en noircissant beaucoup le tableau. Le tableau est évidemment absolument noir. Karl a décrit les modalités de la répression des carabiniers, des forces armées chiliennes, qui d'ailleurs dans un lointain passé, qui n'est pas si lointain que ça, a été formé par les États-Unis et par la France, par les officiers français qui avaient servi en Indochine, en Algérie. Donc ça c'est une chose, mais c'est toujours une sorte de persistance à sens unique qu'on souligne. Et pas une persistance dans l'autre sens, c'est-à-dire dans la mesure où il y a aujourd'hui, je crois, au Chili, notamment, une sorte de retour, après néanmoins des années de reflux, d'un esprit des années 70 qui s'exprime par en bas et à gauche, à plusieurs niveaux. D'abord au niveau mémoriel. Aujourd'hui, les jeunes Chiliens recommencent à nommer et à appeler par leur nom ce que sont les acteurs du champ politique chilien, des réformistes, pour certains, ou sinon leurs momios et leurs dinosaures, les momies des dinosaures, pour parler de la droite,
montrer effectivement qu'on n'a rien à en attendre, indépendamment et par-delà du discours néolibéral qui voulait effectivement que tout ce beau monde était en démocratie, etc. D'un point de vue des pratiques aussi, on a vu revenir sur les routes du Chili, je crois que c'est une excellente nouvelle, los Miguelitos. Les Miguelitos, c'est des espèces de petits chevaux de frise miniatures qui sont faits avec des clous qui sont soudés, ou voilà, tordus l'un avec l'autre, et qui ont cette grande vertu de pouvoir crever les pneus des blindés légers des carabiniers et de l'armée, et qui sont lancés à profusion évidemment pour se défendre des forces de répression, et pas de façon localisée ou dans telle population, ou telle action. C'est quelque chose aujourd'hui qui est absolument généralisé. Et l'autre élément, c'est l'imaginaire qui est reconvoqué. On voyait là des hommages dans les images qu'on a vues tout à l'heure, compris à la grande chanson chilienne des années 70, à la canción Protesta, mais également dans les références qui sont convoquées, notamment l'un des organes de coordination à Santiago aujourd'hui, donc c'est le cordon Santiago Central, donc c'est les cordons industriels qui étaient les fameux cordons de la mort selon Pinochet, dont il avait tellement peur et contre lequel en dernière instance il a mené son coup d'État, c'est-à-dire cette capacité de la classe ouvrière à s'organiser, à s'auto-organiser et à mener jusqu'au bout son combat, indépendamment de ses tuteurs traditionnels. Et donc je crois que, alors évidemment, comme toute analogie, ça a ses limites. Mariátegui, dans les 7 essais d'interprétation de la réalité péruvienne, disait par rapport à la révolution russe que la révolution en Amérique latine ne serait pas copie et calque, mais qu'elle serait création héroïque. C'est la copie, c'est la création héroïque. Je crois qu'aujourd'hui, il y a effectivement de l'héroïsme au Chili, il y a en tout cas beaucoup de courage et qui nous montre le chemin qu'une autre réalité est possible, un autre monde est souhaitable et que les puissants peuvent reculer et nous espérons les faire reculer le plus possible hasta el final et hasta la victoria. Merci.